98 Radio X. Radio X. Marceau, le soir. Marceau. Avec Marceau. Interesting. Marceau. Radio X. 18h32, Maître Bellemare, et où, Camille? Es-tu en studio? Es-tu dans le lounge, quelque chose? Non, il est au bout du fil. Comment ça, t'es encore au téléphone? Il veut pas te voir? Ah, ben je sais pas. Je sais pas. Est-ce que Maître Bellemare a peur de nous côtoyer? Pourtant, on est deux germophobes. Ben ouais. Je pense qu'on est les plus propres de la station. Ouais, à l'odeur, là, je te confirme qu'on est les plus propres. Ouais, ça fait longtemps que je suis pas allé en studio. Hein? Ben oui, la porte est toujours ouverte pour vous, Maître Bellemare. Ben, les gens, est-ce qu'ils vont en studio ou au téléphone? Ben, ils viennent en studio, là. Les deux selon la possibilité, tout simplement. Ouais. OK, intéressant. Ben oui. Bon, on voulait que je te redemande le code là, pour rentrer. Ben oui. On va vous laisser rentrer. On n'accepte juste pas les factures d'essence. OK, c'est bon, parce que tu as beaucoup de chroniqueurs. Hein? Au total, t'en as quoi, une dizaine, 15? À peu près, 10, 15. Mais on garde juste les meilleurs. C'est ça. OK. Non, mais j'écoute ça souvent, puis c'est intéressant. Il y a toutes sortes de sujets, des gens qui nous parlent du Big Bang, des gens qui nous parlent de technologie, Internet, etc. Tu as beaucoup de bons sujets. Franchement, des bons chroniqueurs. On essaie de faire plaisir à tout le monde. En entendez-vous parler de vos chroniques, Maître Bellemare? Ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, les gens, finalement, me disent « Ah, vous avez parlé de ci, vous avez parlé de ça dans la dernière chronique ou il y a une semaine. » Souvent, les gens se trompent de semaine, tu sais. Mm-hmm. Mais oui, j'en entends parler beaucoup, oui. Absolument. Bon. C'est devenu une habitude pour plusieurs auditeurs, hein? Oui. Et moi, quand vous êtes pas là, je me fais souvent dire « Ah, ben la chronique de Maître Bellemare n'est pas sur le site. Fait que ça me donne un indice comme quoi les gens attendent votre chronique, tu sais. Oui, puis je pense que c'est la seule chronique dans la région, en tout cas, puis même au Québec. Je ne sais pas s'il y a d'autres chroniques juridiques d'avocats comme ça qui commentent l'actualité sous l'angle judiciaire. Mais franchement, je pense qu'on est pas mal les seuls. Puis c'est certainement une des raisons pour lesquelles on est tellement écoutés. Parce que c'est une chronique régionale, ça vient de Québec. On couvre l'actualité un peu partout, législative, judiciaire, on se promène des deux, puis que c'est intéressant. Et on le fait en s'amusant, Maître Bellemare. Maître Bellemare, est-ce qu'on doit augmenter les limites de vitesse sur nos routes actuellement? Oui. Écoute, l'Ontario, hein, qui a commencé à jouer là-dedans, ouais. Ils ont fait un sondage et puis ils se sont aperçus que 8 personnes sur 10 demandaient que les limites de vitesse soient augmentées. Ça, évidemment, ça ne me surprend pas. Je pense qu'au Québec, si on demandait aux gens, peut-être pas en ville, là, mais sur les autoroutes, là, franchement, on fait dur avec notre 100 km/h. Mais alors, l'Ontario a décidé d'augmenter ça. Nous, ça fait depuis 1980, sur les autoroutes, qu'on est encore à 100 km/h. Et il paraît que le risque d'accident, là, c'est les différences de vitesse. Si tout le monde roulait à la même vitesse ou à peu près, on n'aurait pas d'accident. Okay. Donc, quelqu'un qui roule à 119 puis l'autre qui roule à 80. Là, ça pourrait être dangereux. Ah, ça, c'est l'enfer. Là. Mais tu sais, ça arrive souvent. Mais moi, j'entends souvent des gens me dire, surtout des clients qui viennent me voir, qui me disent, moi, là, ils m'ont enlevé mon permis parce que je vois pas clair ou parce que j'ai tel problème auditif ou j'ai tel problème musculo-squelettique. Parce que la SAC, évidemment, c'est pas juste ça pour payer des prestations. Elle a aussi pour vérifier la qualité des conducteurs. Mm-hmm. Et les gens me disent souvent, moi, j'ai jamais eu d'accident. Mais c'est pas un critère. Tu sais. Là, je leur dis, ouais, avez-vous provoqué des accidents? Vous le savez pas, vous regardez pas dans le rétroviseur. Mais peut-être qu'à un moment donné, il y a des accidents que vous avez provoqués. Tu sais, des fois, tu bouges mal sur la route, puis tu ne te fais pas frapper, mais tu vas provoquer une sortie de route ou tu vas provoquer un accrochage sur d'autres véhicules. Ah ben là, Maître Bellemare, on m'ouvre la porte pour parler de l'annonce de la semaine dernière sur la fin des examens de conduite pour les 75 ans. Là. Ouais, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi non plus. Je suis pas d'accord avec la fin des examens. Là, c'est quoi cette auto-déclaration? Oui. Moi, là, quand j'entends parler d'auto-déclaration, je pense à Jacques Parizeau, qui disait qu'il y avait 4 milliards d'économies souterraines au Québec. 4 milliards. À l'époque, là, Parizeau était élu en 89, je pense. Attends un peu, non, il était élu en 94. Puis à l'époque, il disait qu'il y avait 4 milliards d'économies souterraines, c'est-à-dire d'argent noir au Québec. Ah, j'en doute pas. Alors ça s'appelle l'autodéclaration. Je comprends qu'on n'a pas de solution autre que ça. Là. Tu ne commenceras pas à demander à des fonctionnaires de venir voir dans tes revenus, dans tes dépenses. C'est impraticable. Mais tu sais, c'est la bonne foi qui est à la base de ça. Mais là, on va demander à des gens de 75 ans
de s'auto-déclarer capable ou incapable de conduire. Ben, c'est assez niaiseux. Qui c'est qui va dire « Ah, je suis dangereux sur la route ». Penses-tu? Ben, ce que la SAC mentionne, c'est que les gens de 75 à 80 ans sont responsables de 2 des accidents sur le territoire. Et la SAC a pour but d'améliorer son service à la clientèle. Donc, en retirant les gens de 75 à 80 ans au bureau de la SAC, ben, ils ont l'impression que ça va aller peut-être un peu plus vite pour les autres qui ont besoin d'un peu plus de services. Sauf que Marceau, si ça prend 1 an à quelqu'un qui apprend à conduire pour se faire dire à 2 examens qu'il est apte à conduire, pourquoi, rendu au déclin de la vie, ça prendrait plus personne pour décider qu'il a le droit de prendre le volant ou pas? Ah, je suis absolument d'accord. Ce que je te mentionne, c'est ce que la SAC mentionne. Oh, oui, clairement. Là. C'est qu'ils veulent améliorer leur service à la clientèle. En même temps, je remarque que partout où il y a la SAC, il y a de plus en plus d'agents de sécurité. Ils devraient peut-être se poser des questions à savoir s'il y a assez d'employés sur le plancher, là. Des fois, il y a plus d'agents de sécurité que d'employés qui sont là pour le service à la clientèle. Mais Maître Bellemare, moi, je serais peut-être pour un système à été-hiver. Donc, l'hiver, on pourrait laisser ça à 100, mais l'été, on pourrait monter ça à 130 sans problème. Ouais. Une fois que les routes sont arrangées, là, on pourrait mettre ça à 130. Oui, tu as raison. On pourrait mettre ça à 130. Ouais, d'après moi, oui. Mais tu sais, on se dit tout le temps, si à 100... les limites sont à 100 actuellement, les gens roulent à 120. Oui. Moi, ça m'est arrivé une fois de me faire coller par un policier dans la région de Trois-Rivières, juste avant d'arriver dans la Grande Courbe, là, à Saint-Louis-de-France, là, Oui. sur l'autoroute 40. Là, je me suis fait coller à peu près à 115. Oh boy. Et c'est la seule fois de ma vie que j'ai pogné une étiquette en bas de 120 sur l'autoroute. Okay. Ça veut dire qu'il est en haut de 120. non, en bas de 120. Ouais. Okay. C'est ça. Puis j'ai pogné l'étiquette parce que je roulais en bas de 120. J'ai pogné aussi parce que je roulais au-dessus de 120. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu gardes ta limite à 116, 118, t'en auras pas de ticket au Québec, ces autoroutes. En tout cas, je pense que ça peut arriver que tu pognes un zélé, là. Mais il y a comme un consensus. Alors peut-être qu'ils se disent, de toute façon, les limites légales, c'est 100 km/h, mais les limites réelles, c'est peut-être plus 116, 117. Fait que si on monte ça de 15 km, on va se retrouver avec 130, 135. Là, on risque d'avoir plus d'accidents. En tout cas, en Ontario, ils ont décidé d'augmenter ça sur plusieurs autoroutes, pas toutes les autoroutes, mais sur plusieurs autoroutes, augmenter les limites à 110. Je regarde ça, là, en Colombie-Britannique, en 2014, ils ont monté les limites de vitesse à 120 km/h sur une trentaine de sections d'autoroute. Puis après ça, ils ont ramené ça à 110 parce qu'il y avait beaucoup plus d'accidents. Fait que, tu sais, je sais pas. Je suis un peu déchiré par rapport à ça. Moi, je serais porté à me dire, moi, j'en ai pas de problème à 130, 140, j'ai pas de problème. Moi, je pense que je suis capable de rouler 130, 140 sur l'autoroute, puis j'ai pas de problème. Je ne pense pas que je sois un danger. Puis en même temps, pour avoir déjà fait un reportage là-dessus, quand j'étais en Beauce, là, la policière me mentionnait qu'il y avait plus d'accidents quand il faisait beau avec le beau soleil, là. Peu importe l'été ou l'hiver, là, quand il faisait beau avec le beau soleil, on dirait que les gens sont un peu moins alertes sur ce qui se passe sur la route. Les gens s'énervent. Sont plus détendus, puis c'est là que ça arrive. Pas de tard. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, pour ou contre l'augmentation, tu mettrais ça à quoi, toi, si tu étais le souverain routier du Québec, là? Ben, moi, en tant que dictateur de mon pays, là, le Québékistan, je mettrais ça 100 l'hiver, puis 130 l'été. Maître Bellemare. Une fois que les routes sont arrangées, parce qu'on va se le dire, il y a de la roulière comme pas possible ces temps-ci, puis il y a des nids de poules. Mais une fois que tout ça va être arrangé, je te montrerai ça à 130 sans aucune gêne, mais il n'y aurait pas de tolérance là, jusqu'à 140, 150. Non, là. c'est ça. Ça serait 130 maximum, c'est fini. Avec un délai obligatoire pour la réparation des routes, là. C'est une période de chantier. Ouais. 130, puis l'été, ça commence quand? Ben, comme je vous dis, là, on devrait se donner, on se fixe une date. 1er juin. Ça pourrait être ça. Oui, parce qu'il neige des fois au mois de mai. Ah oui. Mais tu sais, regardez, là, depuis quelques jours, les gens ont le droit de prendre leur moto, leur scooter, leur mobilette. Je sais pas si ça existe encore des mobilettes, là. Puis les routes sont même pas encore nettoyées, là. Mais c'est tard, le nettoyage des rues. Oui, c'est ça. Oui, mais il neige encore. Faut encore qu'ils mettent du sable et du sel. Je sais pas si tu te souviens du ministre Sam Elkes. Te souviens-tu? Pas du tout. Ah ben, ça, c'est Bourassa. 85-90, Sam Elkes. C'était un député de la région de Montréal que Robert Bourassa avait nommé ministre des Transports, puis il avait dit aux nouvelles, on roule à 125 sur l'autoroute, puis tout le monde nous dépasse. Ministre des Transports.
faut le faire. Ouais. On roule à 100... Lui, c'est dans sa limousine. On roule à 125 sur l'autoroute, puis tout le monde nous dépasse. Il s'était pas aperçu qu'il venait de dire une connerie. T'sais. Alors, je termine en disant qu'en Alberta, eux autres ont passé les limites de vitesse de 110 à 120 km/h. Je sais pas si tu te souviens, le Parti québécois, tout près de nous, avait promis, à la dernière campagne électorale en 2018, d'implanter un projet pilote pour augmenter les vitesses à 120 km dans certaines autoroutes. Ah, OK. Ah oui, c'est ça. Puis Martin Ouellette, c'était le député à l'époque qui avait dit « Il est temps de mettre fin à l'hypocrisie. Tout le monde au Québec sait qu'on roule sur une autoroute, c'est pas à 100 km/h, qu'on va se faire prendre. Il y a une zone de tolérance. » Bon, alors, c'est quoi? Si tu laisses ça comme c'est là, puis tu laisses tout le monde rouler à 117, 118, ou bien non, tu mets ça à 120 avec des photoradars. Ouais, moi, je serais pour ça. Je suis en train de vérifier pour ce qui est de Sam Elkess. Lui, il était là de 89 à 1994 sous Bourassa, puis par la C'est suite... le dernier mandat de Bourassa. Oui, c'est lui qui a remplacé l'excellent homme de confiance Marc-Yvan Côté. Oui. 125 km/h, et tout le monde nous dépasse. Il venait d'admettre qu'il roulait à 125 avec sa limousine. Ouais. Comprends-tu? En 125 avec sa limousine sur une autoroute qui, depuis les années 80, est à 100 km/h. En même temps, il vous a dit la vérité. Oui, sans dessin. Hein? Ben oui, mais en même temps, il a dit la vérité. Tantôt, vous m'avez parlé d'un homme d'État qui parlait de l'argent au noir. Ben moi, je vous confirme que j'avais une conjointe qui était chanteuse d'opéra puis qui a célébré sa fête en chantant une chanson, puis elle a été rémunérée en argent. Là. Pas de facture. Là. OK. Oui, mais l'argent, c'est pas péché. Ah! Tu déclares. Non, mais regarde, tu payes en argent. Ouais. On est là, tout sceptique, payer en argent, payer en argent. La question, c'est pas ça. La question, c'est de savoir si tu le déclares. Tu peux te payer par chèque puis pas le déclarer, ou payer en argent puis le déclarer. Mais il faut demander une facture, M. Bellemare. Hein? Faut... Non, ben là, je sais pas, dans la restauration, oui, là, parce que là, c'est rendu que ils sont tellement contrôlés, c'est pire qu'en Russie, là. Ouais. Mais de façon générale, dans le commerce, là, tu sais, je veux dire, c'est un professionnel, un notaire, un avocat, un comptable, un architecte. Tu sais, tu peux te payer par chèque pour pas le déclarer, puis te payer en argent puis le déclarer. La question, c'est pas ça. La question, c'est pas de savoir si tu es payé en argent ou en chèque. La question, c'est de savoir si tu le déclares. Ouais. Alors, tout ça nous ramène à l'auto-déclaration, comme l'auto-déclaration pour les gens de 75 ans. Mais je vais juste terminer ce thème-là, sur ce que Camille disait tantôt. Ouais. Moi, j'ai eu une cliente, à un moment donné, à Roberval. Tu sais, quand tu rentres à Roberval, tu as comme une autoroute, tu as 4 voies. 2 voies vers le nord, 2 voies vers le sud. Et à un moment donné, la fille, la dame, a vu sa fille, je pense qu'elle avait 14 ans, qui a été tuée dans un face-à-face, où il y a une madame d'à peu près 75 ans qui a changé de voie, puis elle l'a poignée de plein front. OK? La petite fille est morte. Elle devait avoir plus que ça, je pense qu'elle était étudiante. Elle devait avoir 17-18 ans. Et l'enquête du coroner avait révélé que la madame qui a eu le dérapage, qui a eu l'absence, qui a changé de voie, était une grand-mère qui prenait pas ses pilules, qui conduisait quand même. OK? Et là, il y a eu un débat à l'époque au Lac-Saint-Jean à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on ne devrait pas sévir pour les déclarations des médecins, puis ci, puis ça? Mais tu sais, il y a un docteur qui n'a pas fait sa job là-dedans, là. T'sais? Puis il y a aussi une famille qui n'a pas fait sa job. Parce que toi, là, t'as une mère de 78 ans, là, qui conduit, puis tu sais qu'elle est dangereuse, puis tu sais qu'elle prend pas ses pilules, ou bien non qu'elle en prend trop de pilules. Mais en même temps, t'as pas le goût de toujours être obligé de la déplacer, parce que si elle n'a pas de permis au Lac-Saint-Jean, qui va trimballer à l'épicerie, puis tout partout, là? C'est ça, c'est la responsabilisation qui va avec aussi. Ben, c'est ça. Fait qu'on aime mieux laisser quelqu'un dont on sait qu'elle est dangereuse, une personne dont on sait qu'elle est dangereuse, rouler, puis en quelque part, il y a toujours 3-4 coupables autour de ça, là. Alors, ça fait en sorte que la population vieillit, puis moi, je pense qu'il y a plus de risques associés à la perte des facultés. C'est pas de leur faute, mais tu sais, la vue baisse, les réflexes sont moins bons, on prend des médicaments, on voit moins bien le soir, dans les tempêtes, on est moins vigilant, mais là, on décide d'enlever le contrôle automatique à 75 ans. Ça veut dire quoi, 75 ans? Ça veut dire que tu dois te présenter chez ton docteur pour faire remplir une formule. C'est tout, à 75 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils vont t'enlever ton permis. Mais là, ils vont enlever ça, puis on va passer à l'autodéclaration. Je comprends plus à ça. Maître Bellemare, on parle maintenant de propriétaires de mauvaise foi. Oui, mais ça, c'est bon. On a parlé de reprise de possession. Tu sais, la reprise de possession, là, pour un bail qui se termine le 30 juin,
tu es obligé de donner un avis comme propriétaire à ton locataire avant le 1er janvier. Oui. Et donc 6 mois d'avance, et tu dois dire qui va prendre possession du logement. Ça peut être toi comme nouveau propriétaire, ça peut être ta sœur, ça peut être ton père, ça peut être un de tes enfants. Il y a quand même pas mal de monde. Un membre de la famille. Un membre de la famille proche qui va habiter ce logement-là, donc qui peut mettre dehors un locataire pour que une autre personne de ta famille puisse reprendre possession. Sauf que il y a beaucoup d'abus, c'est connu, et la Régie du logement, qui est maintenant le tribunal administratif du logement, est là justement pour condamner les mauvais propriétaires qui vont abuser puis qui vont dire « j'héberge mon père » puis dans le fond, je l'héberge pas. Alors, la situation s'est produite dans la région de Montréal où une dame a obtenu 15 000 en dommages-intérêts parce qu'elle a reçu un avis de reprise de possession. Jusque-là, tout va bien. Les nouveaux propriétaires disent « on va héberger notre père ». Sauf qu'on s'aperçoit à un moment donné que le père reste là pendant 4 mois seulement. OK? Il a repris possession. Le bonhomme est rentré là, bien sûr. Le père est rentré là de juillet à décembre, donc pendant 5 mois. Mais il restait là une journée par semaine. Puis le reste du mois, là, il louait ça entre 1500 et 2750 pièces par mois. Pour Airbnb. Airbnb. Ah. Méchant crosseur. Donc, tu penses à ça, là. La fille, là, qui a été évincée, là, elle a fait ses bagages. Ça faisait 7 ans qu'elle était là. Elle a fait ses bagages. Elle a loué un déménageur. Elle a gossé pour se trouver un autre logement en période de pénurie. Puis l'autre, là, lui, il rentre son père, puis il décide après ça de louer ça à Airbnb. Mais on s'entend, M. Bellemare, que c'était une stratégie au départ pour faire un flip. Là. Je pense que tout le monde connaît ce règlement-là. Les rénovations. Je le sais, mais... Comme quoi, tu dois faire rentrer un membre de ta famille. Après ça, les gens dégagent. Puis après ça, tu rénoves, puis tu revends les meubles après l'avoir refinancé. Oui, mais c'est à peu près la seule façon de mettre quelqu'un dehors d'un logement. Là. Puis là, tu n'es pas obligé de prouver que c'est un mauvais locataire. Tu n'es pas obligé de prouver qu'il fait du bruit. Tu n'es pas obligé de prouver que, tu as simplement à dire, je rentre quelqu'un de ma famille. Mm-hmm. Et la plupart des gens qui partent sont pas très exigeants. C'est sûr qu'ils vont demander des frais de déménagement. D'habitude, ça tourne autour de 1500 2500 pièces, les indemnités que le tribunal administratif va donner. Mais dans ce cas-là, il y a vraiment eu un abus. Puis les sans-dessins sont allés sur Instagram avec des photos, des détails. On a fait augmenter la valeur de l'immeuble. On a rentabilisé. Pouf, 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 puis la madame qui a été évincée tombe là-dessus. Ça a été le party. Ouais. Alors, le juge a dit, vous n'êtes pas crédible, je vous crois pas, puis c'est juste un stratagème pour mettre le locataire dehors. Mais moi, je trouve ça grave, tu sais, parce que c'est déménager, c'est quand même pas du fun, là. Moi, j'avais du fun quand j'étais étudiant à l'université, je déménageais chaque année. C'était un party, tu sais. Mais ça a changé, là. Aujourd'hui, c'est plus le fun de déménager. Tu es obligé de te trouver un logement, trouver quelqu'un pour déménager, des amis, les changements d'adresse. Alors, moi, je suis d'accord avec le fait que le tribunal administratif soit extrêmement sévère dans ce genre de situation-là. Mais à ma connaissance, là, 15 000 c'est quand même une bonne indemnité, un bon montant. Et je pense que ça va créer une certaine jurisprudence, là, c'est-à-dire un précédent pour amener les locataires à être plus honnêtes dans leur reprise de possession. C'est ça, voilà. Il y a eu des abus, là, puis Ouais. c'est le temps qu'on commence à sévère, puis il y en a qui vont dire, voyons, c'est poche, parce qu'après ça va peut-être en bloquer certains qui sont honnêtes, mais garde, on paye pour la majorité, la minorité plutôt de câble, là, c'est tout. Mais exact. Camille, elle a un bon point, là, parce que tout le monde le sait que les locataires ont souvent le gros bout du bâton là, à la régie du logement. Souvent, les propriétaires de loyers d'édifices à logement sont souvent perçus comme des Monsieur Burns des Simpsons, là, comme des gens qui abusent tout le temps du monde. Mais bien souvent, ce qui arrive, c'est que le locataire peut sacrer son camp des mois et des mois de loyer en retard, puis le locataire réussit tout le temps à s'en sortir. À un moment donné, il faudrait que le rapport de force soit équilibré. Moi, je comprends que mettons des riches, dans ce cas-ci, je n'étais pas sûr qu'ils étaient riches, là, mais des riches qui profitent des pauvres, il faudrait que, oui, effectivement, que ces gens-là, mangent des petites claques ses doigts. Mais de l'autre côté, quand quelqu'un ne paye pas son loyer pendant 6 mois, faudrait qu'elle mange une grosse claque ses doigts aussi, là. Oui, puis le tribunal administratif du logement, c'est un tribunal administratif comme son nom le dit, c'est-à-dire un tribunal qui se veut souple, accessible, simple, mais c'est devenu compliqué, hein? Ouais. Et comme tous les autres tribunaux administratifs au Québec, il y a des délais très longs.
Il y a des délais d'attente. C'est devenu de plus en plus compliqué au niveau des paperasses. Alors, c'est long avant d'avoir une audience. Et il y a beaucoup de gens qui finissent par se dire, ben là, regarde, je n'irai pas, puis je ne réclamerai pas d'indemnité. Mais tu vois, dans le cas dont on a parlé, là, c'est une 14 500 qui est la condamnation. Ouais. La fille est partie en février, là, parce qu'elle avait reçu son avis à fin décembre. Mhm. Puis, elle a quitté son logement en février 2021. Je ne sais pas pourquoi. Probablement qu'il y a eu une entente pour quitter, mais février, c'est peut-être pas le meilleur mois de l'année pour sacrer ton Ils se sont entendus sur un certain montant d'argent. Un certain montant, ouais. c'est ça. On ne sait pas combien, mais ça a dû grimper pas mal avec la décision. Mais c'est pas tous des millionnaires là, qui achètent des édifices à logement. Quand tu achètes un 2 logements, un 3 logements, tu n'es pas nécessairement millionnaire. Là. Tu peux être un jeune investisseur comme Camille, puis avec son chum, elle décide d'acheter un 2 logements. Elle habite en bas, puis elle a un loyer en haut qui aide un peu à payer le bill à la caisse. Mais c'est pas tous des gens qui sont multimillionnaires. Puis tu as des locataires qui ne payent pas pendant 6 mois. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ça te met dans la merde. Là. C'est une situation difficile pour plusieurs propriétaires. C'est vrai que les règles sont sévères. Puis c'est vrai que quand tu as un mauvais locataire, il peut t'écœurer longtemps, il peut tout briser, il peut pas payer, il peut sacrer son camp, il peut nuire à l'ensemble des autres locataires. Puis c'est une vraie plaie. C'est certain que c'est extrêmement difficile de sortir un locataire indésirable. Ça devient une corvée à peu près insurmontable pour la plupart des propriétaires. Mais les reprises de possession, d'un autre côté, c'est pas une excuse. T'sais. La reprise de possession, c'est faite pour loger un proche. C'est pas fait pour sortir un locataire qui est parfait, qui fait une bonne job, qui paye son loyer, qui brise rien, puis on le met dehors après tant d'années parce qu'on ment sur le fait que c'est ton père qui va rentrer là. Moi, je trouve des deux côtés, c'est inacceptable, mais je pense qu'un dans l'autre, il y a plus de mauvais locataires. Puis c'est sûr qu'il y a plus de locataires que de propriétaires aussi en termes chiffrés. Là. Il y a certainement plus de mauvais locataires que de mauvais propriétaires qui font ça parce que les cas de reprise de possession illégale, ça finit par se savoir. Alors, il faut être un peu coco pour loger ton père pendant 5 mois puis penser que ça ne se saura pas. Surtout si tu vas sur Instagram puis tu te vantes de tes mauvais coups. Là. Clairement, je souhaite, j'ai ce rêve-là, Maître Bellemare, que le tribunal administratif du logement ait un peu plus de gros bon sens dans ses décisions. Chaque cas d'espèce, on prenait l'exemple de mauvais locataires qui détruisent tout puis qui remettent des logements insalubres. On ferait ça un copier-coller. Signifie de juste briser une fenêtre, exemple, dans un lieu public. Là, tu te fais arrêter pour méfait, là. Pourquoi c'est pas comme ça dans des environnements privés où tu scrapes le mobilier, tu scrapes l'environnement, l'appartement? Ça devrait avoir les mêmes conséquences, ça. Et bref, je trouve que ça manque de gros bon sens. Tout à fait. Bien, juste comme ceux qui ne payent pas, là, fait une demande au tribunal administratif du logement pour sortir le gars parce qu'il ne paye pas son loyer. Il arrive le matin de l'audience, il paye le loyer, puis il est correct. Tu ne peux pas le sortir. Tu peux le sortir s'il y a une répétition, un abus de ce genre de mesures-là. C'est-à-dire, si ça fait 4 fois que le matin de l'audience, il arrive avec son chèque, là, ben là, tu peux peut-être le sortir. Mais s'il fait ça une fois, tu ne peux pas le sortir. Alors moi, je pense que si ça fait 2 mois qu'il n'a pas payé son logement, ça devrait être à lui seul un motif suffisant pour le mettre dehors. Mais c'est pas comme ça, puis les lois sont généreuses, puis les délais sont tellement longs qu'effectivement, si tu veux abuser, t'as le bon système pour. Il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me dit que son locataire est parti avec le plancher clip de la cuisine. Non, mais on rit, puis c'est pas drôle, tu sais. T'as-tu pensé, toi? Puis l'autre, c'est parce que lui, il part avec ça, mais il y en a un autre qui rentre, là. Mais l'autre, il a le droit d'avoir un plancher, lui. Ouais, c'est ça. Oh my God, franchement. C'est toute la merde que ça donne. Ouais. Mais quand t'es dans le locatif, là, bonne chance. Les psychologues sont portés recherchés. Ça va être notre dernier sujet, Maître Bellemare. Oui, mais je pense à notre ami, là, dont les enfants sont morts dans l'accident sur l'autoroute du Frein. Ouais. Le gars, là, Éric Légaré, là, qui encourt une possibilité de 18 à 20 ans de pénitencier. On verra bien, parce que la peine n'est pas prononcée. Il a plaidé coupable. Il y aurait, c'est pas très surprenant qu'il ait plaidé coupable. Là. Je pense bien qu'il n'y avait pas grande défense. Mais 4 morts, 2 septembre dernier, à 17h45, bang, le gars rentre, on le sait, on connaît l'histoire, là, dans l'autoroute Montmorency. 4 morts d'un coup sec, l'autoroute du Frein. Mais là, ce qui est sorti en fin de semaine, ce qui était absolument épouvantable, c'est que ce père-là là, a attendu 7 mois avant de trouver un psychologue. Alors moi, quand j'entends là, l'IVAC là, nous dire on paye les psychologues, la CNESST, on paye les psychologues, la SAC, on paye les psychologues, dans les faits, là,
c'est extrêmement difficile d'en trouver. Ils sont littéralement débordés. Et il y en a plusieurs, des psychologues, qui vont préférer, j'ai compris, charger 130 pièces de consultation au privé, plutôt que d'avoir 94 pièces comme le paye l'IVAC, puis la SAC, puis tous ces cossins-là. Mais ils payent 94 pièces, mais en plus, tu es obligé de faire des rapports. Comprends-tu? Ouais. Non, mais si toi, là, tu es en dépression ou en burn-out, je sais pas quoi, tu vas avoir un psychologue pour t'aider, là. Tu le payes 130 pièces, là, puis il te fait un reçu, puis c'est réglé, puis il fait pas de rapport, là. Il prend des notes un peu, mais il fait pas de rapport. Tu es un bon client. Tu es un cas facile. Tu es simple, parce qu'il n'y a pas de reddition de compte à qui que ce soit. Mais quand tu prends une victime comme ce gars-là, là, lui, c'est probablement la SAC qui payait pour ça, là. Parce que la SAC, il paye une série de traitements pour un père dont l'enfant est mort dans un accident de la route. Il ne considère pas comme victime avec le remplacement de revenus puis tout, mais il paye une série de traitements. Alors, notre ami, là, Daniel Fortin, 7 mois, non, peux-tu penser? 7 mois, il ne trouve pas de psychologue. Puis moi, j'en vois au bureau, là, quotidiennement, des gens qui cherchent des psys. J'en connais plusieurs. Je prends le téléphone, puis j'appelle. Tu prendrais-tu un tel? Prendrais-tu un tel? C'est moi qui fais la démarche pour convaincre les psychologues de prendre des victimes d'accidents parce que la paperasse est devenue tellement compliquée que les psychologues s'écœurent puis ils décident de ne pas prendre ces cas-là. Je ne veux pas les défendre, mais je veux dire qu'on est rendu assez loin dans la bureaucratie qu'on décourage les thérapeutes de s'occuper de gens qui sont dans le besoin, comme ce père-là, qui est pourtant connu. Son histoire est connue, pathétique. T'sais, tout le monde se disait, on se rapportait à dire, lui, il va trouver un psychologue tout de suite, parce que c'est tellement connu son affaire, puis on veut tellement l'aider parce que c'est tellement terrible ce qu'il a vécu. Alors, on va essayer de s'en occuper, mais dans les faits, c'est extrêmement difficile. Puis moi, je vais te conter une histoire, il n'y a pas longtemps, là. J'ai eu un cas, un psychologue qui a pris une victime d'IVAC, victime d'acte criminel, pendant à peu près une quinzaine de traitements, OK? Alors, le médecin recommande de continuer le traitement. Après 15 traitements, le psychologue reçoit un téléphone du fonctionnaire de l'IVAC qui dit on ne paye plus. Ah, pourquoi? Bien, parce que nous autres, on pense qu'il est correct, il est guéri. Regardez, il est suicidaire, puis vous ne payez plus. Je fais quoi, moi, là, comme psychologue? Là? J'ai un suicidaire, il ne paye plus, lui, il n'a pas les moyens de payer de sa poche, puis il arrête la thérapie. Tu penses-tu que le psychologue va continuer de soigner ce gars-là? Penses-tu que le psychologue, ça lui tente de faire d'autres cas d'IVAC dans sa pratique? Pantoute, il n'en prendra plus. Ben, d'après moi, il va continuer de le traiter quand même, là, mais oui, mais il va en prendre un repas après. C'est ça. Non, mais tu penses-tu, l'expérience dans un bureau, tu es thérapeute, tu as un bureau de psychologue, tu as un loyer à payer, tu as des clients, ça te tente-tu? Ça sait ces choses-là. Hein? Oui, mais on n'abandonne pas quelqu'un comme ça, Maître Bellemare. Là, je le sais. Ce que je te dis, c'est que c'est un système qui fait en sorte que les victimes actuellement, sur la SAC, sur la CNSST, c'est un petit peu moins pire. Mais surtout sur la SAC et sur IVAC, là, les victimes ont de plus en plus de difficultés à trouver des psychologues. Et on a beau avoir les lois qu'on voudra, si on fait tout pour les écœurer en leur demandant de façon interminable la production de documents et d'informations, on finit par avoir des gens, des psychologues qui décrochent. Il y a des médecins aussi qui décrochent. Alors, le système est devenu lourd. Les victimes n'ont pas le choix de s'adresser à ce système-là. Mais les professionnels, ils ont le choix, eux autres. C'est ça qui fait que ça devient de plus en plus difficile. C'est malheureux, mais on va s'intéresser à ça parce que sinon, on va avoir des cas de suicide puis des cas de drop-out. Là. Hey, on parle d'une 50aine de perches qui ont été lancées aux psychologues, puis il n'y a personne qui a répondu présent. D'un autre côté, Maître Bellemare, là, je me ferai pas d'amis là, chez les psychologues. D'ailleurs, j'en reçois un dans 20 minutes. Je pourrais peut-être y jaser. Mais il va t'en parler. Maître Bellemare, pour ce qui est des médecins, des psychologues, des thérapeutes et tout ça, ces gens-là vont dans ce métier-là pour aider les gens. Là. Faut-tu tout le temps qu'il y ait un signe de pièce à l'autre bout? Tu sais, on a tous dans nos domaines là, des trucs qui se passent qui font en sorte que, ben oui, regarde, je peux payer à partir de cette heure-là, mais j'ai une tâche à faire, je vais en finir, c'est mon emploi, c'est la raison pour laquelle j'aime faire ma job, là. C'est pour des affaires comme ça. Et je n'irai pas voir Phil Lefebvre pour lui dire, hey, regarde, j'ai aidé un auditeur à telle affaire, ça m'a pris 1h30. Ouais. Je vais le faire, puis je vais me la fermer. T'sais, à un moment donné, si vous en allez dans certains domaines, où vous savez très bien que des fois, vous allez devoir dépasser le cadre de votre emploi,
il me semble que ça vient avec la job. Moi, je me souviens d'articles quand j'étais jeune. T'sais, moi, je rêvais de travailler à la radio. Là, fait que j'entendais M. Arthur se fâcher. T'sais, de médecins qui ne daignaient même pas aller dans le stationnement parce que le patient s'était écroulé dans le stationnement. Ciboire, t'es médecin. Ah, c'est sûr. Prends ton gros cul, va-t'en dans le stationnement, Ouais. puis ramasse l'individu. Il a besoin de toi, tu sais. Je vais te dire, du côté des psychologues, moi, je connais une psychologue à Montréal qui est une psychologue sexologue, là. Et elle, ce qu'elle m'a confié, elle dit, moi, j'ai une dizaine de cas d'IVAC, là, tout le temps dans mes filières. Puis je les reçois gratos. OK. Je charge rien, ni aux patients, ni à l'IVAC. Ça, Parce c'est une que perle. je suis tellement écœuré de faire des rapports, puis d'avoir des téléphones de fonctionnaires qui ne comprennent jamais les rapports que je fais, puis qui en veulent toujours plus, ou qui n'ont pas reçu le rapport, qui ont toujours des raisons que j'ai décidé d'en prendre une certaine quantité, parce que je ne peux pas faire ça avec tout le monde, Exact. mais je les prends gratos. Ouais. Mais ça vous arrive aussi, M. Bellemare? Oui. Vous en parlez pas souvent. Là. Moi, je vous le confirme que ça vous arrive de prendre des cas où c'est de la misère humaine, puis vous n'avez pas le choix. Là, Ouais. Puis vous faites ce travail-là pour les bonnes raisons. Mais quand je vois des gens qui disent « Ah ben là, ma profession, moi, c'est 150 de l'heure, puis si je ne suis pas payé, je le fais pas. » Hey, tu laisses pas quelqu'un qui est suicidaire dans la misère, là? Oui, c'est ça. Puis c'est de 120 à 180 de l'heure en pratique privée. Puis des fois, il faut que tu payes un peu plus parce que si l'IVAC, par exemple, paye 94 puis ton thérapeute à 120, mais ça va te coûter 26 piastres de ta poche là, pour être capable d'avoir le psychologue en question. Alors, c'est ça. En tout cas, regarde, moi, je trouve que c'est pathétique parce que ce gars-là qui a cherché 50 fois, qui s'est fait dire non, tu peux-tu t'imaginer le gars, là, qui n'a pas de contact, là? Ça aide pas à faire un Tout seul, deuil. là, Là. dans le fond dans le fond du bas du fleuve, là. Il n'y a pas de contact, lui, là. Puis il n'est pas important dans la vie, là. Puis il n'est pas connu, là. Qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il y va pas, hein? Il a le droit d'en avoir un psychologue, mais il ne sera jamais traité. Puis, Puis il va finir où? Devine. Il va finir dans la grosse misère parce que c'est ça. il ne sera pas traité, il ne sera pas capable de prouver son handicap puis d'avoir accès à toutes les ressources et à toutes les compensations que son handicap pourrait lui permettre d'obtenir. Dans les articles qu'on a consultés en fin de semaine, là, on parlait aussi de la solitude de ce père-là. Entre autres, on prend cet exemple-là de M. Fortin parce que c'est celui qui frappe l'imaginaire cette année avec ce qui est arrivé sur Dufresne-Montmorency. Là. D'être seul, de faire des téléphones à une cinquantaine de psychologues, puis de ne pas avoir de réponse positive, là, tu dois te sentir seul longtemps. Puis ça aide pas un processus de deuil quand tu as besoin de guérir. Là. Puis ça, c'est une problématique que le Journal de Québec a révélée dans un excellent article samedi passé. Puis dimanche, mais là, il y a les réactions. Alors là, tu as David Birnbaum, de porte-parole du Parti libéral en santé mentale, qui s'indigne. Tu as Joël Arsenault, porte-parole du Parti québécois en santé, qui s'indigne. Alexandre Leduc, Québec solidaire. Ils sont tous indignés, là. C'est tout épouvantable, puis il va tout falloir faire quelque chose, mais je te jure qu'il ne se passera rien, là. Parce que, dans le fond, ça coûte moins cher à l'État. Et puis, une fois qu'ils ont dit ça dans l'article de journal, ils s'occupent de d'autres choses. Tu gagneras pas ton élection à dire que tu vas trouver des psychologues pour les malades du Québec, là. Jamais de la vie. Maître Bellemare, pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST, des gens qui veulent régler leurs problèmes rapidement, ils font quoi? Ils vont sur Internet, ils vont voir bellemaravocat.ca. Avez-vous oublié votre nom? Non, bellemare.ca, ça marche. bellemaravocat.ca, où ils téléphonent au 418-681-1227. Et ça répond à 7h30 le matin. Oh! Bonne semaine. Hein? Salut! Salut! Soirée. Merci. Bye. Bye. Maître Marc Bellemare, collaborateur qui va être présent à tous les lundis aux alentours de quoi? 18h20, 18h25? Ça dépend si on est... Parce que Gary n'est pas là cette semaine. Vrai, Il est en vrai. vacances. Et que si on est discipliné sur le temps, c'est toujours entre 20 et 30 maximum. On vient.